Thomas Deltombe, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la politique africaine du prestidigitateur Emmanuel Macron vous fait penser à celle d'un autre prestidigitateur, Charles de Gaulle en 1960 ? Alors, la politique africaine d'Emmanuel Macron nous fait penser à plusieurs prestidigitateurs en réalité. Plus exactement, il nous fait penser à des tours de passe-passe plus anciens. Le parallèle plus évident encore, c'est celui de la politique coloniale de François Mitterrand dans les années 50, avant même celle du général de Gaulle. Quand il est ministre de l'Outre-mer. Absolument. Donc François Mitterrand, beaucoup de gens l'ont oublié, a été ministre sous la 4e République à plusieurs reprises et il a été notamment ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951 et il s'est engagé dans une politique qui, à mon sens, ressemble d'une certaine façon à celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est-à-dire une politique qui vise à réformer un système, donc à l'époque le système colonial et aujourd'hui ce qu'on pourrait qualifier de système néocolonial, non pas pour les faire disparaître, ce système colonial ou ce système néocolonial, mais au contraire, pour les faire perdurer. Alors, le cas de François Mitterrand m'a beaucoup intéressé dans les années 50, puisque à cette époque-là, il a fait une alliance stratégique, disons, avec le président du Rassemblement démocratique africain, Félix Houphouët-Boigny, pour précisément réussir à réformer le système colonial de sorte qu'il ne s'écroule pas. Une des thèses importantes du livre, je pense, c'est d'expliquer que ce qu'on appelle la France-Afrique n'a cessé d'évoluer, en fait, au fur et à mesure des décennies, et que ces réformes, ces nouveautés, ces transformations n'avaient pas pour but de faire disparaître un système, mais au contraire avaient pour but de le moderniser, pour le faire perdurer. C'est ce qu'on constatait dans les années 50 autour des initiatives de François Mitterrand, et c'est ce qu'on a constaté ensuite, avec d'autres responsables politiques, Charles de Gaulle ou d'autres, et aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Si Houphouët-Boigny n'avait pas existé, est-ce que la France-Afrique aurait été un système aussi solide et aussi souple à la fois, c'est-à-dire aussi pérenne ? Alors c'est une bonne question, parce que vous savez sans doute que Félix Houphouët-Boigny est présenté souvent comme l'inventeur du concept de France-Afrique. Or, dans nos recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ceux qui connaissent ces sujets disent souvent que Félix Houphouët-Boigny, au milieu des années 50, en 1955 pour être précis, a utilisé ce terme de France-Afrique, ce néologisme, donc la France-Afrique en un seul mot, avec la cédille, pour qualifier cette amitié très particulière que les élites françaises et africaines ont nouée pendant la colonisation. Or, nous, en fait, dans nos recherches, on s'est rendu compte que c'était pas le cas, que c'était pas lui l'inventeur en réalité de ce terme, que ce terme apparaissait à la une du journal L'Aurore le 15 août 1945, donc une décennie plus tôt. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille finalement. On s'est dit, tiens, est-ce que ça ne doit pas nous interroger sur ce que c'est que la France-Afrique ? Alors, contrairement à beaucoup de gens, on essaie de donner une définition de la France-Afrique. Et cette définition, elle n'est pas interpersonnelle. On considère que ce n'est ni Houphouët-Boigny, ni Jacques Foccart, l'ancien monsieur Afrique du gaullisme, ni Jacques Chirac, ni François Mitterrand, qui portent en eux-mêmes la France-Afrique, mais que la France-Afrique, c'est un système qui se caractérise par sa dualité, avec une facette officieuse. On connaît les barbouzeries, les coups d'État, les assassinats, les circuits de corruption, etc. C'est souvent d'ailleurs ça qui focalise l'attention. Mais il y a aussi une facette officielle, c'est-à-dire c'est l'ensemble des institutions militaires, monétaires, culturelles, linguistiques, les instruments économiques, commerciaux, juridiques, qui permettent de maintenir l'influence de la France sur le continent africain et une certaine forme de dépendance néocoloniale, si vous voulez. Mais à vous lire, quand même, Thomas Deltombe, on a l'impression que plus encore que Foccart ou Mitterrand, c'est Houphouët le personnage clé de la France-Afrique. C'est incontestablement un personnage clé sur la façon dont les colonies françaises d'Afrique subsaharienne se sont, entre guillemets, décolonisées et ont accédé à une certaine forme d'indépendance, une indépendance atrophiée au tournant des années 1960. Et le duo Houphouët-Foccart a été évidemment structurant dans l'évolution de la France-Afrique. C'est pas un hasard si l'historien Jean-Pierre Batte, qui d'ailleurs participe au livre, a écrit un livre lui-même qui s'appelle Le syndrome Foccart. Alors en 1960, vous expliquez bien comment la France vide les indépendances de leur substance, comme vous dites, et c'est la mise en place du système Foccart fondé sur le circuit court entre l'Élysée et les chefs d'État africains, c'est-à-dire le coup de téléphone. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une violence d'État ? Alors nous, pour cette phase des indépendances, qu'on appelle des indépendances en trompe-l'œil, on parle d'un néocolonialisme contre-subversif, c'est-à-dire un néocolonialisme qui permet en fait de marginaliser et de réprimer les personnes et les groupes et les mouvements qui cherchaient véritablement à acquérir une indépendance totale. Et la coopération, comme le disait Michel Debré à l'époque, qui était Premier ministre, il explique très bien à Léon Mba, au Gabonais Léon Mba, il lui explique dans une lettre en 1960, il dit « L'indépendance ne va pas sans la mise en place d'un
mécanisme de coopération. Et Charles de Gaulle, dans ses mémoires, dit tout à fait ça. Il dit qu'il y a une continuité entre la colonisation et la coopération. Et vous vous intéressez à ces chefs de la contre-subversion, comme vous dites, et on apprend ainsi que Georges Métrier, l'un des chefs de la répression au Cameroun en 1960, il est présent au Togo en 1963 quand le président Olympio est assassiné. Oui, alors ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Comme vous le savez peut-être, j'ai avec 2 autres auteurs beaucoup travaillé sur la décolonisation du Cameroun. Et la décolonisation du Cameroun, c'est un épisode historique fort méconnu qui a été marqué par une très très grande violence d'État, c'est-à-dire une guerre où des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de Camerounais ont été tués. Et pour quelles raisons ? Pour permettre l'installation à la tête du pays d'un régime pro-français. Autre exemple de la violence d'État, dites-vous, l'opération Persil pour renverser Sékou Touré à Conakry. Oui, alors ça, Laurent Corot et Coralie Piret signent un article dans le livre qui décrit extrêmement bien ça, c'est-à-dire le harcèlement dont a été victime Sékou Touré et plus largement le régime guinéen après le vote non des électeurs guinéens en septembre 1958. Et suite à ce refus, le régime guinéen a été harcelé très durement. Il y a eu vraiment des tentatives de déstabilisation, voire d'assassinat de Sékou Touré pour mettre à bas le régime guinéen qui protestait contre la mise en place du système néocolonial. L'assassinat de Ruben Oumniobé, l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous dites que Charles de Gaulle n'est pas directement lié à ces crimes d'État, c'est la doctrine du feu orange. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, il y a un peu 2 questions en une, si vous permettez. C'est-à-dire que c'est 2 cas quand même un petit peu différents. C'est-à-dire que l'assassinat de Ruben Oumniobé en septembre 1958, donc Ruben Oumniobé est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun et il est assassiné par l'armée française dans une opération militaire. Ce qui est plus l'exemple aussi qu'on pourrait citer, c'est l'assassinat, l'empoisonnement de Félix Roland Moumié, qui lui était le président de l'Union des populations du Cameroun et qui a été donc empoisonné le 15 octobre 1960 à Genève par un agent du SDEC, donc l'ancienne DGSE. Alors, est-ce que le général de Gaulle a dit ouvertement il faut tuer Moumié ? Évidemment, on n'en a pas la preuve, mais en réalité, quand des opérations sont menées, elles sont menées souvent de façon à ce que les ordonnateurs puissent se dédire en disant non, nous n'avons rien à voir avec ce type d'opération si jamais l'opération tournait mal. Si ça tourne mal, c'est un subalterne. Évidemment, ça permet d'avoir des lampistes à sanctionner au cas où l'affaire tourne mal. Et dans le cas de l'assassinat de Félix Roland Moumié en 1960, l'affaire a relativement mal tourné. Effectivement, Félix Moumié est mort, mais il a eu le temps, avant de mourir, de démontrer qu'il a été assassiné. Florence Meurice a fait un excellent article sur le site de RFI qui explique tout ça, auquel je renvoie vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cette violence d'État fait aussi des victimes en France ? On pense par exemple à la disparition du ministre Robert Boulin en forêt de Rambouillet en 1979. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la France-Afrique ? Alors là, il faudrait que vous interrogiez mon collègue Benoît Colombin, qui est un des co-directeurs de l'ouvrage, qui a énormément travaillé sur l'affaire Boulin, comme vous le savez sans doute, et qui, dans le livre, intervient pour expliquer qu'effectivement, il y a possiblement un lien entre les connexions gabonaises de la droite française, de la droite gaulliste française, et la disparition étonnante, surprenante, mystérieuse d'une certaine façon de Robert Boulin à la fin des années 70. En 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, beaucoup espèrent un changement. Est-ce que vous pensez que la politique africaine de François Mitterrand a été la même que celle de ses prédécesseurs, ou quand même un peu moins pire, selon votre analyse ? On essaie vraiment de souligner les continuités. Il est lui-même resté fidèle à ses convictions anciennes de jeune ministre de la 4e République. Et on le voit notamment dans sa très grande méfiance, en tout cas, à l'égard des anglo-saxons. C'est quelque chose qui est très très présent dans sa politique africaine et qui aura des conséquences tragiques, puisque c'est une des raisons pour lesquelles il s'est engagé auprès du régime Hutu au Rwanda, qui va perpétrer le génocide des Tutsis en 1994. Vous citez cette phrase célèbre de Mitterrand, la France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains. Est-ce que ce n'est pas ça le fondement de la politique africaine, non seulement de Mitterrand, mais de beaucoup de présidents de la Ve République ? Oui, en effet. Ça, c'est une vieille idée de François Mitterrand, l'idée qu'il faut absolument que la France garde son précaré, car c'est la garantie de sa puissance sur la scène internationale. C'est quelque chose qui est présent depuis le début de sa carrière. On pourrait citer cette phrase de François Mitterrand dans son livre « Présence française et abandon » en 1950.
1957, où il dit, et je le cite, « Nous n'avons pas d'amis outre-mer, mais des concurrents subtils et des ennemis opiniâtres. Les uns et les autres sapent nos positions, atteignent notre prestige. » Et dans le même livre, il explique que la France n'existera plus au XXIe siècle si elle ne reste pas en Afrique. Est-ce que la présence de la France en Afrique est pour vous suspecte par principe? Est-ce que vous voulez que la France sorte de l'histoire? Sortir de l'histoire, ça me paraît difficile. Mais ce qui me semble plus important, c'est de souligner que la France, en tout cas la société française, et encore davantage les élites françaises, les dirigeants français, doivent regarder en face l'histoire des relations de ce pays avec le continent africain. J'évoquais tout à l'heure la guerre du Cameroun. Je suis très frappé qu'un épisode aussi tragique ne soit pas du tout connu dans l'opinion publique française. Et je suis encore plus étonné qu'un historien comme Achille Mbembe, pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec lequel j'ai travaillé, qui a préfacé un des ouvrages que j'ai coécrits sur ce sujet, n'ait pas réussi à arracher le moindre mot d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Et donc, je pense que ça jette une forme de suspicion sur la sincérité finalement des engagements d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il veut absolument regarder l'histoire en face, qu'il veut absolument apurer le passé. Mais on constate sur ce cas-là et sur d'autres que, en réalité, il s'agit de grands mots un peu abstraits et ça jette une forme de suspicion, pour le moins. Est-ce qu'au nom de ces crimes passés, la France doit renoncer à toute présence en Afrique? Elle doit devenir une grande Suisse? Écoutez, là, moi, je ne fais pas de prospective et je pense que ce n'est pas le rôle des Français de donner des leçons. Je pense que la France a donné beaucoup de leçons. En tout cas, l'objectif de notre livre, c'est d'inciter les lecteurs à essayer de bien comprendre d'où on vient, pour ne pas omettre des épisodes très importants, pour rendre justice à ceux qui en ont été victimes et pour essayer de se projeter dans un avenir beaucoup plus serein. Or, j'ai l'impression qu'il reste énormément de tabous. Vous savez, dans les milieux conservateurs français, à chaque fois qu'on évoque l'histoire coloniale, désormais, on parle de repentance, on parle de sentiments anti-français, mais en réalité, c'est un devoir pour nous de regarder en face cette histoire. Et on n'avancera pas si on ne la regarde pas véritablement en face et complètement. Voulez-vous dire que tant que la France n'a pas soldé ce passé, elle n'a pas d'avenir en Afrique? Le problème, c'est que si on reste dans les mêmes types de logiques, c'est-à-dire beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de grandes phrases apparemment généreuses, de grandes déclarations d'intention, mais qui ne se concrétisent pas par des mesures et des réformes structurelles de la relation franco-africaine, on n'avancera pas. On peut prendre plein d'exemples. Les interventions militaires françaises en Afrique, la présence permanente de milliers de soldats français en Afrique, la perpétuation du système du franc CFA et beaucoup d'autres choses. Il n'y a aucune réforme de structure en réalité. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs finalement. Alors, la présence militaire française en Afrique. Quand Serval débute, en janvier 2013, vous écrivez que la menace des djihadistes sur Bamako n'est qu'un prétexte. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire que l'objectif stratégique des djihadistes, à l'époque, ce n'était que Mopti? Alors là, je ne cache pas que le livre étant très très copieux, on a travaillé avec beaucoup de spécialistes et je ne me suis pas occupé spécialement de cette partie-là. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'en dépit des promesses de François Hollande de rompre avec la France-Afrique, très rapidement après son élection, il a réengagé très lourdement les dispositifs militaires en Afrique. Et donc on est très loin de la rupture et effectivement, sous le prétexte de protéger Bamako, l'armée française a été lourdement engagée sur le terrain malien et le terrain sahélien plus généralement. Mais dans votre dénonciation systématique de toute présence militaire française en Afrique, est-ce que vous n'avez peut-être pas tendance à minimiser la menace djihadiste sur les pays du Sahel? On ne minimise absolument pas la menace djihadiste, mais on pense qu'il faut la remettre dans une perspective historique beaucoup plus longue, c'est-à-dire que le développement des mouvements djihadistes au Sahel s'inscrit dans une histoire très longue de conflictualité dans cette région. Vous évoquez beaucoup évidemment le franc CFA comme institution qui pérennise la présence française en Afrique, mais la réforme du franc CFA il y a 2 ans, est-ce que ce n'est pas la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays d'Afrique de l'Ouest auprès de la Banque de France? Oui, alors ça c'est un sujet intéressant. Alors je ne suis pas spécialiste des questions monétaires, mais effectivement, dans le livre, l'économiste Ndongo Sambasila, la journaliste Fanny Pigeot et le chercheur Thomas Borrell ont beaucoup travaillé sur le franc CFA et expliquent qu'il s'agit en grande partie d'une réforme en trompe-l'œil. C'est-à-dire que les piliers structurels
structurant du système CFA reste, mais qu'on a enlevé ce que les parlementaires français appellent les irritants politiques, pour finalement mieux garder les aspects fondamentaux du système franc CFA. Et cette réforme n'empêche pas du tout la France de continuer d'intervenir dans les politiques monétaires de la zone CFA. Et j'ai trouvé extrêmement étonnant que Emmanuel Macron s'invite finalement à Abidjan en décembre 2019 pour annoncer sans aucune concertation que le nom de la monnaie allait changer. C'est-à-dire les Africains ont appris de la bouche du président français, du locataire de l'Élysée, que leur propre monnaie allait changer de nom et qu'il y allait avoir une réforme. Emmanuel Macron l'a dit aux côtés d'Alassane Ouattara, de mémoire. Il l'a dit aux côtés d'Alassane Ouattara, qui s'était insurgé contre toute réforme du franc CFA quelques mois plus tôt. Donc là encore, on a un symbole assez étonnant, c'est-à-dire que je comprends que les citoyens africains soient déroutés par ce type d'annonce. Donc il faut se méfier des effets d'annonce. Souvenez-vous du discours d'Emmanuel Macron le 1er avril 2017 à Marseille, où il dit, il le promet, il le clame, nous allons sortir de la France-Afrique. Est-ce que véritablement on est sorti de la France-Afrique aujourd'hui ? Et on peut en douter d'autant plus que son prédécesseur François Hollande, que vous connaissez bien, s'était lui-même engagé dans son programme en 2012 à, je le cite, rompre avec la France-Afrique. Que le prédécesseur de François Hollande lui-même en 2007 avait promis lui aussi de rompre avec la France-Afrique. Donc c'est cette succession de promesses non tenues qui exige qu'aujourd'hui nous soyons très méfiants à l'égard des opérations de communication, que ce soit sur les dispositifs militaires ou la réforme du système monétaire. Vous parliez tout à l'heure de l'opération Barkhane, je veux bien en dire un mot. Quand Emmanuel Macron dit ça va être la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération militaire, quelques jours plus tard, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit oui, il faut quand même relativiser, c'est une réorganisation, et je le cite, il dit il y aura peut-être moins d'emprise, mais plus de muscles. Donc finalement, ce n'est pas la fin d'une opération militaire, c'est la réorganisation d'un dispositif militaire. Donc les réformes ne prouvent pas la disparition du système. Au contraire, il s'agit de moderniser le système pour lui permettre de perdurer. Alors vous dites que la France-Afrique, c'est aussi le soutien diplomatique de la France à un certain nombre d'autocrates africains. Mais prenons deux exemples précis. En 2014 au Burkina Faso et cette année en Guinée-Conakry, est-ce que François Hollande, à l'époque, et Emmanuel Macron, c'était dans une interview à Jeune Afrique il y a un an, n'ont pas lâché successivement Blaise Compaoré et Alpha Condé? Oui, on pourrait prendre d'autres exemples qui contredisent ça. L'exemple tchadien, par exemple. On voit très bien que Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad pour adouber le fils d'Idriss Déby en contravention avec les dispositions institutionnelles et constitutionnelles tchadiennes. Donc on a l'impression qu'il peut y avoir des ruptures, mais c'est des ruptures qui sont parfois très superficielles et très temporaires. Dans votre livre, vous définissez en effet la France-Afrique. Vous dites que c'est un système de domination qui permet à des élites françaises et africaines de se partager des ressources au détriment des peuples. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette définition également à la relation actuelle entre la Chine et l'Afrique? Oui, alors c'est intéressant. Depuis une quinzaine d'années, il y a cette idée qui circule que la Chine-Afrique aurait remplacé la France-Afrique. Bon, effectivement, les Chinois ont pris une place très importante dans le commerce avec l'Afrique, puisque je crois que c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Mais est-ce que ça se fait forcément au détriment des intérêts français? Ça, c'est une question qui se pose, et beaucoup d'observateurs constatent que ce n'est pas le cas. Par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF dans Jeune Afrique en juin 2021, dit ceci, et je le cite, « On entend souvent, ici et là, dire que nos entreprises seraient en retrait. Mais en fait, dit-il, il y a un effet trompe-l'œil. La réalité est simple, nos entreprises progressent et investissent en Afrique. Les chiffres sont très clairs. En 10 ans, les entreprises françaises ont doublé leur stock d'investissement, passant de 20 à 40 milliards d'euros. Donc, l'idée de dire qu'il y aurait une concurrence frontale entre la France et la Chine en Afrique est, à mon avis, trompeuse, puisque, en réalité, beaucoup d'acteurs économiques français bénéficient du développement du commerce africain avec les grandes puissances. Alexandre Villegrain, à l'époque président du Conseil des investisseurs français en Afrique noire, disait la même chose. Il disait les Français avaient des quasi-monopoles par le passé et ce n'est plus tenable. Compte tenu des taux de croissance de cette zone, il est tout à fait normal que nos parts de marché diminuent, mais, dit-il, et c'est ça qui est important, l'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse. Donc, la question est de savoir pourquoi se développe en France cette espèce de discours catastrophiste autour de la perte d'influence de la France en Afrique. Et je pense que l'idée de mettre en exergue des concurrences
défense étrangère permettent de relégitimer finalement une politique africaine offensive. Et je ne sais pas si vous avez constaté que le président Emmanuel Macron utilise beaucoup le mot de reconquête. Il a utilisé ce mot au Rwanda lors de sa visite, il a réutilisé ce mot en Afrique du Sud lors de sa dernière visite au printemps dernier, où il parle d'un plan de reconquête. Et ça permet par ailleurs d'effacer finalement un certain nombre de critiques qu'on peut faire à la politique africaine de la France. Dans un gros mois, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Il y aura en février un grand sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Est-ce que la France-Afrique, au fond, elle ne va pas se dissoudre dans l'Eurafrique ? Alors ce mot d'Eurafrique, encore une fois en un seul mot, est un mot qui est très ancien. C'est-à-dire que dans les années, à la fois l'entre-deux-guerres, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs processus géopolitiques parallèles. Ce qu'on a appelé la décolonisation et en parallèle la construction de la future communauté économique européenne, la future Union européenne. Et beaucoup de responsables français ont essayé de penser ensemble ces deux processus. Et c'est pourquoi le terme, le néologisme d'Eurafrique a été extrêmement populaire dans les milieux dirigeants français à cette période, dans les années 50, avec l'idée que peut-être on pourrait faire de la France le centre de ces deux blocs. Et cela permettrait finalement de perpétuer la colonisation sous une autre forme, tout en se délestant d'un certain nombre de coûts de la colonisation, parce qu'évidemment, la colonisation était perçue comme quelque chose qui coûtait assez cher. Et une des idées très fortes des élites françaises était de partager le coût de cette exploration, de cette exploitation des ressources africaines. Partager, d'une certaine façon, les frais de la colonisation, en tout cas de ce qu'on appelait à l'époque la mise en valeur des colonies. Et cette idée d'Eurafrique a été extrêmement populaire, y compris chez des responsables africains. On pense notamment à Léopold Sédar Senghor. Et en fait, dans le livre, on explique qu'il y a finalement un lien très fort entre cette idée d'Eurafrique et cette idée de France-Afrique. D'une certaine façon, Léopold Sédar Senghor était le chantre de l'Eurafrique, pendant que Félix Houphouët-Boigny était plus le chantre de la France-Afrique. Et aujourd'hui, l'Eurafrique peut se développer sans pour autant faire disparaître la France-Afrique. Absolument, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que les deux interagissent ensemble et un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui relancent cette idée d'Eurafrique, soit en utilisant le terme, c'est le cas par exemple de Dominique de Villepin qui a écrit des tribunes appelant à la mise en place de l'Eurafrique, sans d'ailleurs faire jamais référence à cette Eurafrique des années 50. Je ne sais pas s'il a lu la littérature sur ce sujet, et puis d'autres qui finalement développent la même idée en utilisant d'autres mots, avec toujours cette idée de cofinancer ce que les dirigeants français perçoivent comme un effort fait en direction de l'Afrique, soit un effort de développement, et je mets ce mot entre guillemets, ou un effort d'interventionnisme militaire, puisque évidemment les interventions militaires françaises sont extrêmement coûteuses, je crois que c'est 1,5 milliard d'euros par an, et il y a cette idée d'impliquer les partenaires européens dans ce type d'effort militaire. D'où l'opération Takuba au Sahel. Exactement. Thomas Deltombe, merci.